depuis maintenant plusieurs décennies, a consacré sa vie à notre mode de vie, à notre monde. Et quand on voit Éric, heureusement pour lui, il a sa foi qui l'aide. Il a aussi cette conviction chevillée au corps que le monde qu'il défend un jour arrivera. Mais en même temps, c'est psychologiquement très dur de se retrouver enfermé. Il était dans une cellule avec un co-détenu, avec lequel il s'entend très bien. Je pense que d'ailleurs, il l'aide aussi. Et puis, il vit dans la perspective de sortir le plus vite possible. Sa condamnation doit s'accomplir, se terminer le 23 décembre. Mais comme il peut bénéficier de remise de peine, il compte sur la décision du juge d'application des peines pour pouvoir sortir plus tôt, avec une remise de peine qui pourrait s'étaler entre 15 et 21 jours, suivant ce que décidera la justice. Mais c'est la deuxième fois qu'Éric Pététin est jeté en prison. Il y a déjà plusieurs décennies après la bataille menée contre le tunnel du Somport. Et puis cette fois-ci parce qu'il n'a pas accompli, dans les délais qui étaient imposés par la justice, son travail d'intérêt général. Je faisais partie de la commission d'enquête parlementaire sur les prisons en 2000. J'ai visité beaucoup de centres pénitentiaires, beaucoup de maisons d'arrêt. J'ai pu y constater, cette fois-là, en 2000, comme maintenant, puisque j'ai continué ce travail, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire en prison. On y enferme d'abord la misère. Il y a un certain nombre de gens qui ont des problèmes psychiatriques qui n'ont rien à faire en prison. Et puis des gens comme Éric Pététin. Je trouve absolument choquant qu'il soit emprisonné, alors même que les discours que l'on entend de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés sont des discours selon lesquels les prisons sont engorgées et qu'on ne sait plus quoi faire. Et on entend chaque jour des politiques qui nous disent qu'il faut ouvrir de nouvelles prisons. Donc Éric, sa place, elle est au milieu de ses amis, au milieu de sa famille, qui lui manque beaucoup. Et sa place, elle est aussi au milieu des militants à continuer de mener des combats. Je connais bien Éric Pététin puisqu'il a travaillé pendant 10 ans à la mairie de Bègue pour l'aider à s'en sortir. Je trouve que l'avoir jeté une première fois dans un hôpital psychiatrique à Saint-Maurice, dans la banlieue de Paris où je suis allé le voir avec Jean-Baptiste Ayrault, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, de le retrouver ici en prison à Mont-de-Marsan, c'est indigne. C'est indigne, voilà. On se choisit dans cette société des boucs émissaires faciles. Éric Pététin, c'est un bouc émissaire facile parce que c'est un garçon qui est non violent. C'est un garçon qui finalement accepte avec une très grande force de caractère la situation dans laquelle il est. Il finit par digérer tout ça, mais je pense qu'il ne devrait pas l'accepter. Il ne l'accepte pas d'ailleurs. Mais c'est bien qu'il y ait quelques militants autour de lui. Donc il nous a demandé avec Christian, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'ils sont une quinzaine? Il dit, ils sont sans doute plus. Voilà, mais je trouve que le combat qui est mené par Éric devrait être soutenu avec plus de détermination, plus de force. En tout cas, il y a une chose qu'il faut faire, c'est lui écrire. Pour lui, c'est un grand soulagement, une aide morale et psychologique très forte. Et donc, je suis content parce qu'au début, quand je lui ai écrit dès sa mise en détention, il se plaignait d'être oublié, de recevoir peu de courriers, et puis maintenant il nous a expliqué qu'il recevait 3 à 4 lettres par jour. Eh bien, c'est un encouragement, il ne faut pas l'abandonner. Éric Pététin, j'ai le souvenir des milliers de militants que nous étions au Somport, au moment de sa gloire, entre guillemets. Et tous ceux qui étaient là, beaucoup l'ont abandonné, beaucoup l'ont oublié. Je pense qu'il ne faut pas oublier les combats menés par Éric, parce qu'il fait partie de ces figures de l'écologie et du militantisme et de l'engagement que l'on doit respecter et ne jamais abandonner. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et il n'oublie pas Notre-Dame-des-Landes, il n'oublie pas Sivins. Donc, et Éric appelle aussi, je crois, à travers lui, à ce qu'on dénonce la criminalisation
des militants, des syndicalistes et de la pauvreté. Est-ce qu'il vous en a parlé? Oui, oui, bien sûr que nous avons échangé sur ces thèmes-là. Et quand je vous dis que Éric Pététin n'a rien à faire en prison, c'est que je considère qu'on assiste à une criminalisation des militants écologistes. Et on a bien vu ce qui s'est passé pendant l'application de l'état d'urgence et les manifestations autour de la COP21. On a vu le drame, et nous l'avons dénoncé, qui s'est produit à Sivins avec la mort de Rémi Fraisse. Et on attend toujours d'avoir des éclaircissements de la justice sur les conditions de la mort de Rémi Fraisse. C'est d'ailleurs à l'issue de cette mort tragique que le groupe écologiste avait demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre que j'ai présidé et qui, dont le rapporteur proche de M. Valls a complètement renversé la proposition, ce qui fait que j'ai refusé de voter pour ce rapport. Ce que nous avions demandé, c'était de dire comment le maintien de l'ordre peut s'adapter à la liberté d'expression et au droit de manifester. Et dans le rapport, c'est devenu comment le droit de manifester et la liberté d'expression peut s'adapter au maintien de l'ordre. C'est exactement le contraire. Donc nous avons été 2 commissaires à voter contre, moi-même comme président et Marie-Georges Buffet comme membre de cette commission. Donc oui, bien sûr que nous avons parlé de Notre-Dame-des-Landes et nous sommes convenus que depuis la décision de la Cour d'appel administrative, je pense qu'il y a peu de chances que les forces de l'ordre interviennent et que le gouvernement prenne le risque d'une violence. Il faudrait mobiliser à peu près 3200 policiers pour évacuer la ZAD. Dans la mesure où on a un Premier ministre qui montre des velléités d'être candidat à la présidence de la République, je pense que celui qui a donné des coups de menton et qui a montré son autorité par la force finira par comprendre que ce n'est pas la meilleure formule que d'intervenir à Notre-Dame-des-Landes, un projet du XXe siècle, à l'époque de Concorde, et qui n'a rien à faire dans un pays qui prétend être le pays de l'excellence écologique et appliquer la charte de la transition énergétique. Donc, Heathrow en Angleterre, et on est en train, justement, les Anglais sont en train d'envisager d'agrandir l'aéroport d'Heathrow. Est-ce qu'on n'a pas là, dans le développement du transport aérien, un vrai problème qui dépasse largement le cadre de Notre-Dame-des-Landes? Mais Notre-Dame-des-Landes n'est que l'illustration d'un problème plus général. Si l'on veut si on veut respecter la limitation du réchauffement climatique, nous savons qu'il faut entrer dans des sociétés décarbonées. Donc jusqu'à nouvel ordre, les avions ne fonctionnent pas à l'électricité, sauf celui qui a fait le tour du monde avec le solaire. Mais les avions, ils fonctionnent avec du kérosène, c'est-à-dire avec des énergies fossiles. Donc il faut que l'on fasse comprendre, et c'est très difficile, que nous pourrions avoir des millions de tonnes, par exemple, de gaz de schiste sous nos pieds, qu'il ne faut pas les utiliser si on veut entrer dans une autre logique. Quand l'homme est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, c'est pas parce qu'il manquait de pierre, c'est parce qu'il est entré dans une autre logique. C'est ça la difficulté que nous avons, nous écologistes, de le faire comprendre. Donc l'aéroport d'Heathrow veut s'étendre, oui bien sûr ça se comprend puisqu'on est entré dans les logiques du low cost. Et donc on voudrait nous faire croire que cette logique marchande, cette logique économique aurait des vertus écologiques. Ben non, c'est le contraire. Donc oui, il faut se battre contre ça, bien sûr. Mais ici, à Mont-de-Marsan, ici à Mont-de-Marsan, est-ce que vous oubliez que nous avons la plus grande base de France et la plus proche des États-Unis? Pourquoi n'est-elle pas livrée au privé aussi? Une base militaire de quoi? Oui, la base militaire qui va juste à Cazaux. Oui, oui. Mais elle pourrait être utilisée par le civil aussi. Déjà sur la criminalisation du mouvement social au sujet, oui. La criminalisation de tout ce qui est le mouvement social. Et en fait, moi ce que je pensais, c'est que justement, en tant que groupe,